Je revois ce soir de Noël, les lumières scintillantes du château de Montaigne, ce décor d'une fausse perfection. Marc avait posé ce stylo devant moi, un Mont Blanc que j'avais choisi avec tant de soin, et avait dit, les yeux fuyants, que je n'étais pas des leurs. Ces mots, froids et définitifs, s'étaient posés sur les papiers du divorce, comme un sceau. Mon silence n'était pas faiblesse. Il était une observation patiente, un lent constat. Pendant si longtemps, j'avais regardé, j'avais écouté, sans un mot. Je tenais en moi un secret, une vérité bien plus grande que tous leurs calculs, que toutes leurs arrogances. Ils pensaient me renvoyer à une vie d'antan, insignifiante. Ils croyaient m'avoir jugé. Mais la vérité, parfois, ne se révèle qu'au moment où tout le décor s'écroule. Ce soir-là, elle allait enfin éclairer ce qui comptait vraiment, ce qui avait toujours été là, invisible à leurs yeux. Et moi, j'étais prête à la laisser éclater. Je m'appelle Adeline, j'ai 32 ans. Et cette nuit de Noël, il y a de cela quelques années, reste gravée en moi comme une cicatrice invisible, profonde. Le réveillon, au château de Montaigne, devait être une célébration. Il fut le théâtre d'une humiliation, d'une trahison. Marc, mon époux, sa mère Béatrice, et sa sœur Chloé avaient orchestré une pièce dont j'étais, sans le savoir, l'actrice principale, condamnée dès le lever du rideau. La salle à manger, d'une opulence étourdissante, semblait ironiquement glaciale. Des lustres en cristal, plus coûteux que toute la maison de mon enfance, projetaient des arcs-en-ciel fracturés sur la nappe immaculée. Mais aucune chaleur n'émanait de cette lumière, pas plus que des regards posés sur moi. J'avais choisi une robe bleu marine, simple mais élégante, achetée en ville. À côté des toilettes de créateurs étincelantes de Béatrice et Chloé, elle ressemblait à un chiffon. Le silence, lourd de sous-entendus, était parfois brisé par le tintement des verres, ou le rire forcé de Chloé. « Passez-moi le sel, ma chère, dit Béatrice, sa voix imprégnée de ce mélange distinct de politesse et de venin qu'elle avait perfectionné au fil de 60 ans. Si vous pouvez l'atteindre, je sais que vous êtes habitué aux tables plus petites, au comptoir de café, n'est-ce pas? Chloé ricana derrière sa main, sirotant son millésime de merlot. Maman, ne sois pas impolie. Adeline était serveuse, pas cliente. Elle a l'habitude de se tenir près des tables. Je sentis la brûlure familière de l'humiliation monter à mes joues. Je cherchais le regard de Marc, assis au bout de la table, mon mari depuis 2 ans, l'homme qui m'avait jadis charmé dans un petit café à Bordeaux, me promettant que l'argent de sa famille ne le définirait pas. Il fixait son assiette, découpant sa dinde avec une précision chirurgicale. Il ne leva pas les yeux. Il ne me défendit pas. « Je suis heureuse d'être ici, dis-je doucement, ma voix tremblant légèrement. C'est Noël. Je voulais juste que nous ayons un bon dîner. » Béatrice marmonna, assez fort pour que tout le monde entende, un bon dîner exige une bonne compagnie. Elle se tourna vers son fils. « Marc, mon chéri, tu ne lui as pas encore dit? Ou allons-nous prétendre apprécier cette mascarade jusqu'au dessert ?» Mon cœur rata un battement. Ma fourchette glissa, s'écrasant bruyamment contre la porcelaine. Marc poussa un soupir las. « Me dire quoi ?» demandai-je, le regard allant de l'un à l'autre. L'atmosphère dans la pièce changea. Elle passa d'une froideur passive-agressive à un silence aigu, prédateur. Marc leva enfin les yeux. Ses yeux, habituellement noisettes et chaleureux, semblaient ternes, épuisés. Il ressemblait à un homme contraint à la soumission, mais il y avait aussi une dureté, une résolution qui me terrifia. « Adeline, » commença Marc, s'éclaircissant la gorge. « Tu sais que les choses ne fonctionnent plus. Nous avons eu quelques disputes. » Je tendis la main vers la sienne sur la table. Il la retira avant que je ne puisse le toucher. « Tous les couples se disputent, Marc. C'est juste le stress des fêtes. » « Ce n'est pas le stress, Adeline, » intervint Chloé, claquant son verre. « C'est toi. Tu ne t'intègres pas. Tu ne l'as jamais fait. Regarde-toi. Tu portes du polyester à un dîner de Noël de Montaigne.
Tu ne sais pas quelle fourchette utiliser. Tu le mets dans l'embarras. Chloé, arrête, dit Marc, mais il n'y avait aucune flamme dans son reproche. Il tendit la main sous sa chaise et en sortit une grande enveloppe cartonnée. Elle n'était pas enveloppée de papier rouge ou d'un ruban doré. Elle était austère, légale, et terrifiante. Ma mère et moi avons parlé, dit Marc, sa voix dénuée d'émotion, récitant un texte qu'on lui avait clairement dicté. De l'avenir du groupe de Montaigne. De mon image. Nous fusionnons avec le cabinet Duval le mois prochain. J'ai besoin d'une partenaire qui comprenne ce monde, qui apporte quelque chose à la table en plus d'eux. Il me fit un geste vague. Des factures. J'eus l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Des factures. Marc. Je paye mes propres affaires. Je travaille à la bibliothèque. Je gagne de l'argent de poche. Béatrice ricana. Tu es un passif, Adeline. Une encre sociale qui entraîne mon fils au fond de l'océan. Marc fit glisser l'enveloppe sur la table d'acajou. Elle s'arrêta juste devant mon assiette, contre la saucière en cristal. Je veux divorcer, Adeline, dit Marc. C'est fini. Le silence qui suivit fut pesant, rompu seulement par le crépitement du feu dans l'immense cheminée derrière nous. Je fixai l'enveloppe. La veille de Noël, murmurai-je. Tu fais ça la veille de Noël. Le meilleur moment pour un nouveau départ, dit Béatrice, coupant un morceau de dinde. Considérez cela comme un cadeau. Nous sommes généreux. Il y a un chèque de 50 000 €. Assez pour vous ramener dans le camp de caravane d'où vous êtes sortis. Je regardai Marc, cherchant l'homme qui m'avait jadis embrassé sous la pluie, qui avait juré aimer ma simplicité. Marc, dis-je, ma voix se brisant. Est-ce vraiment ce que tu veux? Pour 50 000 €, tu jettes 2 ans de mariage? Marc regarda sa mère, puis sa sœur. Elle le surveillait comme des faucons. Il rajusta sa cravate. Prends l'argent, Adeline. Signe les papiers. Ne fais pas de scène. C'est le mieux que tu auras. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine ouvrir la graffe de l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 copies d'un accord de divorce. C'était standard, froid et brutal. Différences irréconciliables, renonciation à la pension alimentaire, paiement forfaitaire, 50 000 €. Je sentis une vibration dans la poche de ma robe. C'était mon téléphone. Je savais qui c'était. C'était la seule personne qui m'appelait à cette heure la veille de Noël. Mon père. Je l'ignorais. Je ne pouvais pas les laisser entendre sa voix. Pas maintenant. Eh bien, lança Béatrice. L'encre ne va pas sécher toute seule. Nous avons des invités qui arrivent pour l'apéritif à 20 h. Je veux que vous soyez partis d'ici là. Je regardai autour de la pièce. Ce manoir, avec ses 12 chambres et 6 salles de bain, n'avait jamais été un foyer. C'était un musée où j'étais l'exposition indésirable. Je pensais au secret que j'avais gardé pendant 2 ans. Quand j'avais rencontré Marc, je voulais être aimé pour moi, pas pour le nom Lecomte. Je voulais savoir qu'un homme choisirait Adeline, la fille qui aimait les vieux livres et les jours de pluie. Pas Adeline Lecomte, la fille d'Armand Lecomte, l'homme qui possédait la moitié de l'immobilier à Paris et Genève. J'avais testé Marc. J'avais joué le rôle de la pauvre orpheline. Et pendant un temps, il avait réussi, mais le poison de l'élitisme de Montaigne s'était finalement infiltré dans ses veines. Il avait échoué au test. Un calme étrange m'envahit. Les larmes coulaient toujours, chaudes et piquantes, mais mon cœur s'endurcissait, se transformant en quelque chose de semblable au diamant que Marc avait refusé de m'acheter. Vous pensez que je suis après votre argent, dis-je doucement point. Nous savons que vous l'êtes, rit Chloé. Pourquoi d'autres resteriez-vous là où vous n'êtes pas désiré? Et toi? Je regardai Marc. Tu penses que je suis une encre? Tu penses que je n'ai rien à offrir? Soyons réalistes, Adeline, soupira Marc, sortant un stylo plume de la poche de sa veste,
un Mont Blanc que j'avais économisé 6 mois pour lui acheter pour son anniversaire l'année dernière. Il le fit glisser vers moi. Tu es une gentille fille. Mais tu n'es pas. Tu n'es pas l'une des nôtres. Non, dis-je, ramassant le stylo. Le poids me semblait familier. Je ne suis certainement pas l'une des vôtres. Je tournai à la dernière page. Signature du requérant, Marc de Montaigne. Signature de la défenderesse. Je n'hésitais pas. Je ne lus pas les clauses. Je ne plaidais pas pour plus d'argent. Je signai simplement mon nom, Adeline de Montaigne. Puis je fis quelque chose d'inattendu. Je plongeai la main dans mon sac et en sortis une petite boîte en velours. Je la posai sur la table à côté des papiers signés. Je t'ai fait un cadeau de Noël, Marc, dis-je, ma voix maintenant stable. J'allais te le donner plus tard ce soir. Mais puisque je pars. Chloé leva les yeux au ciel. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Un sous-vert tricoté? Un carnet de bons pour des massages du dos. Marc fixa la boîte en velours. Il ne la toucha pas. Je me levai. La chaise racla bruyamment le sol. Je regardai Béatrice, puis Chloé, et enfin je posai mon regard sur Marc. Vous pouvez garder les 50 000 €, dis-je. Je n'en ai pas besoin. Ne soyez pas une martyre, cracha Béatrice. Vous n'avez rien. J'ai ma dignité, dis-je. Et à cet instant, j'ai ma liberté. Je me retournai et me dirigeai vers les immenses portes en chêne de la salle à manger. Attends, cria Marc, une lueur de culpabilité traversant son visage. Où vas-tu aller? Il neige. Il fait moins 10 degrés. Ne t'inquiète pas pour moi, Marc, dis-je sans me retourner. Je rentre chez moi. Chez toi. Chloé rit stridemment. Où ça? Dans une boîte en carton. J'ouvris la lourde porte d'entrée. Une rafale de vent glacé s'engouffra dans le couloir, faisant tourbillonner la neige sur le foyer de marbre. Je sortis dans la nuit sombre et froide. Alors que la lourde porte se refermait derrière moi, étouffant le son des rires des deux Montaigne, je plongeai la main dans ma poche et en sortis mon téléphone. Je composai un numéro. Papa, dis-je, ma voix se brisant alors que l'air froid me frappait les poumons. Une voix profonde et autoritaire répondit instantanément à l'autre bout du fil. Une voix qui faisait trembler les PDG et décaler les marchés boursiers. Adeline, pourquoi chuchotes-tu? Tout va bien? Je t'attendais. Le jet est prêt à l'aérodrome privé, mais tu avais dit que tu restais avec lui. Je regardais en arrière le château de Montaigne, brillant d'une lumière dorée, se dressant comme une bête dans la nuit. Non, papa, dis-je, essuyant les larmes de mes joues. Je ne reste pas. J'en ai fini. Viens me chercher. Ce soir de Noël, alors que le vent glacial mordait ma peau et que le bruit des rires des deux Montagnes s'estompait derrière moi, mon esprit s'est soudain envolé loin, très loin de cette opulence glacée. Il est revenu à une autre ville, une autre vie, à un printemps doux à Bordeaux, il y a de cela 4 ans. C'était une Adeline différente qui respirait l'air salin de la Garonne, une Adeline pleine d'espoir simple, d'une naïveté que je ne retrouverai jamais. Je l'avais rencontrée dans un petit café du quartier des Chartrons, un endroit rempli de l'odeur du café fort et des vieux livres. Marc, oui, il était Marc alors, pas Marc de Montaigne. Il était étudiant en commerce, ambitieux, mais il parlait avec passion d'une vie plus simple, loin des attentes de sa famille. Il avait ce regard pétillant, cette façon d'écouter qui me donnait l'impression d'être la personne la plus fascinante du monde. Il m'avait littéralement balayé de mes pieds, comme on dit. C'était un cliché, mais c'était vrai. Il m'avait fait croire en une romance digne des romans que je dévorais. Il m'avait promis que l'argent, le statut, les conventions, tout cela n'avait aucune importance à ses yeux. Il voulait une vie authentique, un amour vrai. Il m'avait dit qu'il admirait ma simplicité, mon amour pour les librairies poussiéreuses et les promenades sous la pluie, les après-midi passés à lire dans les parcs. Il disait que son milieu était étouffant, et que moi, j'étais un souffle d'air frais. Ces mots,
à l'époque, sonnaient comme une douce mélodie. Ils étaient le terreau de mon plus grand espoir, de ma plus grande illusion. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision, celle qui allait définir ces années. Je venais de Lorraine, j'avais un petit appartement, je travaillais à temps partiel dans une librairie. Mon père, Armand, m'avait toujours appris la valeur du travail et de la discrétion. Mais il était bien plus que cela. J'étais Adeline Lecomte, l'héritière de ce que l'on appelait le groupe Lecomte, un empire dont la seule évocation faisait trembler bien des hommes d'affaires à Paris et Genève. Mais je n'avais jamais voulu être aimé pour ce nom, pour la fortune qu'il représentait. Je voulais qu'on aime Adeline, juste Adeline, la fille aux rêves simples. Je voulais que Marc me choisisse pour ce que j'étais, pas pour ce que je possédais. J'avais joué le rôle de la jeune femme modeste, à peine sortie d'une vie sans faste. Et il avait, pendant un temps, semblé passer ce test silencieux. Je lui avais dit que mon père était un ingénieur talentueux qui réparait les choses, omettant délibérément de préciser qu'il réparait les choses à une échelle industrielle, des entreprises en difficulté, des marchés financiers. J'avais évoqué ma Lorraine natale, ses paysages industriels, lui laissant croire à une origine plus humble que la réalité. Marc n'avait jamais creusé. Il semblait satisfait de cette histoire, peut-être parce qu'elle le plaçait dans le rôle du sauveur, celui qui, par amour, abaissait ses standards pour une femme qu'il aimait. Aujourd'hui, je comprends la subtilité cruelle de cette dynamique. Ce Marc de Bordeaux, celui qui m'avait fait rêver, n'était qu'une image éphémère, fragile comme une bulle de savon. Le Marc de Montaigne que j'avais épousé, celui qui me laissait signer des papiers de divorce la veille de Noël, était une toute autre personne. Le poison de l'élitisme, de l'appât du gain, de la soif de validation sociale, s'était infiltré en lui, lentement mais sûrement. Il avait effacé le jeune homme que j'avais cru aimer. La beauté illusoire de notre début, comme un tableau sans fondement, s'était estompée, laissant place à une toile vierge, froide, prête à accueillir la vérité nue. Et cette vérité, je la portais en moi. Elle était un secret bien gardé, prêt à éclore, à tout changer. Le mariage, la vie au château de Montaigne, ce fut une immersion lente et douloureuse dans un monde dont je ne connaissais que les reflets lointains. Les premiers mois, j'ai tenté de m'adapter, de trouver ma place. J'ai souri, j'ai écouté, j'ai essayé de comprendre les codes, les attentes. Mais la subtilité de la cruauté, l'art de l'humiliation déguisée, étaient des leçons que j'apprenais chaque jour à mes dépens. Et le théâtre de ces leçons, c'était invariablement la salle à manger. Chaque dîner était une cérémonie. Des couverts en argent soigneusement alignés, des plats servis par un personnel invisible, des conversations qui effleuraient le monde, sans jamais y plonger réellement. Et moi, j'étais là, assise à cette immense table, souvent comme une statue. Béatrice, ma belle-mère, avait un talent particulier pour distiller le mépris. Elle ne criait jamais, ne s'emportait jamais. Ses mots étaient des piqûres d'épingle, précises, calculées. Adeline, ma chère, cette robe vous va très bien, disait-elle parfois, avec un sourire. Un peu simple peut-être pour un dîner de cette importance, mais charmante. C'est l'essentiel, n'est-ce pas, d'être à l'aise? Chloé, elle, était plus directe, plus vulgaire dans sa méchanceté. Maman, elle est juste habituée à des choses moins ostentatoires. Ne la mettons pas mal à l'aise avec nos folies de Montaigne. Je me contentais d'un faible sourire, mes joues brûlantes. Chaque phrase, chaque intonation, était un rappel de ma prétendue infériorité, de mon origine modeste. Les discussions tournaient souvent autour de leurs voyages, de leurs acquisitions, des dernières rumeurs de la haute société parisienne. Je n'avais rien à apporter à ces conversations. Mes livres, mes promenades, mes réflexions sur l'art ou l'histoire, tout cela semblait si dérisoire, si peu de Montaigne. J'étais un corps étranger, une note discordante dans leur symphonie bien orchestrée de privilèges. Et Marc. Je cherchais son regard, je guettais un signe, une étincelle de l'homme que j'avais épousé. Mais son regard fuyait le mien. Il se perdait dans son assiette, dans les détails du vin, dans des sujets de conversation anodins. Il ne me défendait jamais, ne prenait jamais ma défense.
Sa neutralité était une forme de trahison, une acceptation tacite de la façon dont sa mère et sa sœur me traitaient. Je sentais mon cœur se serrer, un peu plus chaque soir. Il m'avait promis un amour simple, mais il m'offrait un silence assourdissant. Parfois, Béatrice me questionnait sur mon père. Votre père, Adeline, n'était-il pas un artisan? Un mécanicien talentueux, je crois. Je répondais par des généralités, sans jamais révéler l'ampleur de la réussite d'Armand Lecomte. Je voulais préserver mon secret, cette dernière parcelle de moi-même que je n'avais pas encore livrée à leur mépris. Mais à chaque question, à chaque commentaire condescendant, je sentais mon identité, mon choix, se fissurer un peu plus. Ces dîners, ces rituels sociaux, ne m'apportaient que de la solitude. Je vivais dans un château, entouré de richesses, mais je n'avais jamais été aussi seul. La beauté du lieu, son histoire, tout cela me paraissait vide. C'était une façade, un écrin magnifique pour une absence de substance, une absence de cœur. Je n'étais qu'une pièce rapportée, une curiosité passagère, bonne à servir de faire valoir pour leur propre grandeur. Je le savais, je le sentais, et la douleur de cette prise de conscience s'enfonçait en moi. Mon téléphone vibrait parfois discrètement dans ma poche. C'était Armand, mon père. Il s'inquiétait, m'appelait souvent. Mais je ne pouvais pas répondre devant eux. Je devais m'éclipser, trouver un coin isolé pour lui parler, inventer des prétextes, des excuses. Ces appels, loin d'être un réconfort immédiat, renforçaient mon sentiment d'isolement, de devoir cacher ma vraie vie, ma vraie famille, pour une illusion. Marc n'avait jamais cherché à me connaître vraiment. Il s'était contenté de l'histoire que je lui avais racontée. Et cela, en soi, en disait long sur lui, et sur la nature de notre lien. Au fil des mois, les petites piques se sont muées en de véritables fissures dans le mur de mon mariage. Ce n'étaient pas des éclats soudains, non. C'était une érosion lente, insidieuse, chaque goutte de mépris, chaque silence de Marc, creusant un peu plus le vide entre nous. Les disputes, quand elles éclataient, n'étaient jamais de vraies confrontations. Elles étaient déséquilibrées, Marc préférant les étouffer plutôt que de les affronter. Adeline, s'il te plaît, disait-il souvent, avec un soupir exaspéré, lorsque j'essayais d'aborder nos problèmes. Ce n'est pas le moment. La famille, les affaires, tu ne comprends pas les pressions que je subis. Il invoquait toujours la famille, l'image du groupe de Montaigne, l'avenir de l'entreprise, comme des boucliers infranchissables. Nos discussions n'étaient plus jamais centrées sur notre avenir, notre bonheur, mais sur le sien, sur celui de son monde, dans lequel je n'étais qu'un élément perturbateur. Son regard, qui autrefois s'était posé sur moi avec tendresse, était devenu lointain, parfois même vide. Il y avait une distance dans ses yeux, une lassitude qui m'effrayait. Les petits gestes du quotidien, ceux qui tissent la trame d'un couple, avaient disparu. Les mains qui se cherchaient sous la table, les sourires complices, les mots doux murmurés. Tout cela s'était évaporé, remplacé par une politesse forcée, une indifférence palpable. Je voyais bien qu'il était ailleurs, préoccupé par des stratégies, des chiffres, des apparences. Il ne me voyait plus. Ou peut-être, il ne voulait plus me voir, la vraie Adeline, celle qui osait lui rappeler ses promesses d'autrefois. J'ai commencé à me poser des questions déchirantes. Était-ce là l'homme qui m'avait jadis promis de m'aimer pour qui j'étais, loin du faste et des contraintes? Ou n'était-il qu'une illusion, un mirage qui s'est dissipé sous le soleil brûlant de l'ambition et de l'approbation familiale? J'avais naïvement pensé que notre amour serait un refuge, un havre de paix face à ce monde qu'il prétendait détester. Mais au lieu de cela, il avait laissé ce monde l'envahir, le dévorer. Le poison, lent et silencieux, avait fini par faire son œuvre. Je me souviens d'une après-midi, je le regardais lire un rapport financier dans son bureau. Son visage, si concentré, si tendu, ne ressemblait plus à celui que j'avais découvert à Bordeaux. Il était devenu le reflet de sa mère, une ombre pâle, un homme emprisonné par les chaînes dorées de son héritage. Il était devenu ce qu'il prétendait ne jamais être, un de Montaigne, dans toute sa splendeur et sa froideur.
Il avait échoué à mon test silencieux. Non pas qu'il le sût, bien sûr. Il avait simplement choisi de laisser l'ambition et la peur de décevoir sa famille prendre le pas sur l'amour, sur la vérité de son cœur. Notre mariage, notre foyer, n'était plus qu'une coquille vide. Un décor somptueux pour une absence de vie. Je le savais, je le sentais. Et la douleur de cette prise de conscience était plus profonde que n'importe quelle insulte. C'était la douleur de la désillusion, de la fin d'un rêve que j'avais chéri, la fin d'un nous qui n'avait, peut-être, jamais vraiment existé que dans ma tête. La fissure était là, béante, irréparable. Le temps de la résignation était arrivé. La nuit de Noël s'est donc achevée dans ce constat d'échec. Marc, le Mont Blanc entre mes doigts, m'avait offert la plus amère des vérités. L'enveloppe, lourde de ces papiers de divorce et de cette offre dérisoire de 50 000 €, n'était pas seulement un document juridique. C'était le symbole brutal de la fin, de l'effondrement de tout ce que j'avais cru construire. C'est fini, Adeline, avait-il dit, son regard vide, les mots froids comme la neige qui tombait dehors. C'est le meilleur pour tout le monde. Ces paroles avaient transpercé le peu d'espoir qu'il me restait. La Béatrice, avec son sourire cruel, avait ajouté, considérez cela comme un cadeau. Ces 50 000 € vous permettront de retrouver votre vie d'antan. Une vie d'antan qu'il s'imaginait misérable, bien sûr. Mes mains tremblaient, mais mon esprit, étrangement, était d'une clarté absolue. Je ne lus pas les clauses. À quoi bon? Les détails étaient superflus. La sentence était prononcée. Je pris le stylo, ce même stylo que j'avais choisi avec tant de soin, et je signai. Adeline de Montaigne. Ce nom, que j'avais porté avec une certaine fierté, se figea sur le papier, marquant la fin d'une époque, la fin d'une illusion. Les larmes coulaient sur mes joues, mais elles n'étaient plus seulement des larmes de douleur. Elles étaient aussi des larmes de libération, le commencement d'une nouvelle ère. Et puis, dans un geste que je n'avais pas planifié, une impulsion venue du plus profond de moi, je plongeai ma main dans mon sac. J'en sortis une petite boîte en velours, discrète. Je la posai sur la table, juste à côté des papiers que je venais de signer, près de la saucière en cristal. Marc, Béatrice, Chloé, tous me regardaient, leurs visages marqués par la curiosité et un reste de mépris. Je t'ai fait un cadeau de Noël, Marc, dis-je, ma voix maintenant stable, posée. J'allais te le donner plus tard ce soir. Mais puisque je pars, je ne dis rien de plus. Le silence qui suivit fut ma seule explication, mon dernier mot dans cette maison qui n'avait jamais été la mienne. Je me levai. Le raclement de ma chaise sur le marbre sembla briser le silence d'une cathédrale. Je fis face à Marc une dernière fois. Il ne dit rien. Il ne bougea pas. J'eus l'impression de voir un homme déjà absent, déjà perdu dans le labyrinthe de ses propres peurs. Vous pouvez garder les 50 000 €, dis-je. Je n'en ai pas besoin. Béatrice ricana, mais son rire n'avait plus de prise sur moi. J'ai ma dignité, ajoutai-je, et à cet instant, j'ai ma liberté. Ces mots étaient pour moi, plus que pour eux. Alors que je me dirigeais vers la lourde porte d'entrée, Marc m'appela, une lueur de panique enfin dans sa voix. Attends. Où vas-tu aller? Il fait si froid. Je ne me retournai pas, ne t'inquiète pas pour moi, Marc, dis-je, ma voix portant la force nouvelle que je découvrais. Je rentre chez moi. Chloé pouffa. Chez toi? Où ça? La porte en chêne, massive et impitoyable, se referma derrière moi, coupant le son de leur rire moqueur, m'isolant dans la nuit glaciale. La neige tombait drue, tourbillonnant autour de moi. Je plongeai la main dans la poche de ma robe mouillée par les larmes, par la pluie. Je trouvai mon téléphone. Je composai le numéro. Papa, dis-je, ma voix se brisant légèrement sous le coup du froid et de l'émotion contenue. L'air mordait mes poumons. Une voix forte, rassurante, celle d'Armand Lecomte, mon père, répondit instantanément. Adeline, ma chérie? Tu es là? Je t'attendais.
Le jet est prêt à l'aérodrome, comme tu l'avais demandé. Je regardais le château de Montaigne une dernière fois, ses lumières dorées éclatant dans la nuit noire, comme un monstre scintillant. Non, papa, dis-je, essuyant une dernière larme. Je ne reste pas. J'en ai fini. Viens me chercher. Une lueur. Une lueur d'espoir. Le début d'une nouvelle histoire. Le convoi de voitures noires m'attendait. C'étaient des silhouettes imposantes dans la tempête de neige, comme des gardiens silencieux. La portière de la Rolls-Royce Phantom s'est ouverte, et j'ai vu mon père, Armand Lecomte. Il avait 65 ans, mais sa présence remplissait l'espace, même sous la neige tourbillonnante. Il n'a pas dit un mot. Il m'a simplement serré dans ses bras. Fort. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en sécurité. Protégé. La voiture était un sanctuaire. Chaleur, silence, l'odeur du cuir fin et du bois précieux. À travers la vitre teintée, j'ai vu Marc sur le perron du château, une silhouette minuscule, pathétique, luttant contre le vent et la neige. Une partie de moi, celle qu'il avait aimée, a eu un pincement au cœur. Mais l'autre partie, celle d'Adeline Lecomte, se réveillait. « Voulez-vous que je m'arrête » a demandé Armand, sa voix grave mais douce. J'ai secoué la tête. « Non, papa. » Roulez. Le voyage vers Paris s'est fait dans un silence réconfortant. Mon père m'a servi un verre d'eau. C'est à ce moment-là que j'ai posé ma main sur mon ventre, et j'ai regardé mon père dans les yeux. « Il y a autre chose, papa, ai-je dit doucement. Tu vas être grand-père. » Son expression, habituellement si impassible, s'est brisée. Une émotion pure, presque de la terreur, a traversé son visage. Puis, un sourire lent et sincère est apparu, un sourire que le monde des affaires n'avait jamais vu. Des larmes ont embué ses yeux. Un bébé, a-t-il murmuré. Un héritier Lecomte. Mais la tendresse a rapidement cédé la place à une détermination féroce. Son regard est devenu d'acier. Il est au courant, a-t-il demandé, sa voix s'assombrissant. Je lui ai laissé le test, ai-je répondu. C'était mon cadeau de départ. Armand a hoché la tête lentement. Bien. Qu'il souffre de cette connaissance. Mais il ne verra jamais cet enfant. Il a renoncé à tous ses droits quand il t'a chassé. Il a sorti son téléphone, un appareil discret et sécurisé. J'ai entendu le nom d'Édouard, puis des instructions claires et impérieuses. L'Édouard, c'est Armand. Réveille l'équipe juridique. Oui, toute l'équipe. Je veux les meilleurs avocats de Paris et Genève en conférence dans 1 heure. Ma fille rentre à la maison. Et Édouard, commence un dossier sur le groupe de Montaigne. Je veux connaître leurs actifs, leurs dettes, leurs actionnaires. Je veux savoir ce qu'ils mangent au petit déjeuner. Il a raccroché et m'a regardé. Repose-toi maintenant, ma chérie. Demain matin, le monde sera différent. Tu es entrée dans cette maison comme une simple femme. Tu la quittes en reine. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ma suite d'enfance, aux Pantous du groupe Lecomte à Paris. Les murs lavande, mes trophées d'équitation alignés sur les étagères. Un sentiment de clarté froide s'était installé en moi. La porte s'est ouverte, et une équipe de stylistes est entrée. « Oh bonjour, mademoiselle Lecomte » a dit Céleste, la styliste principale. « Votre père a demandé que nous vous préparions pour une réunion d'affaires. Il a dit, je cite, « habillez-la à tuer au point. » Je me suis levé, j'ai marché vers la fenêtre. Paris s'étendait en contrebas, un circuit électrique bourdonnant d'énergie. « Ou pour quelle réunion ?» ai-je demandé. « Ou pour l'acquisition préliminaire » a répondu Céleste. « Vous êtes la nouvelle PDG de Holding Phoenix. » Holding Phoenix. Je connaissais les sociétés écrans de mon père. C'était l'entité qui allait acquérir le groupe de Montaigne. Un sourire lent s'est dessiné sur mes lèvres. Ce n'était pas un sourire gentil. Les robes en polyester et les chaussures plates avaient disparu. À leur place,
des tailleurs pantalons de Chanel, Armani, McQueen. J'ai repoussé un costume bleu marine. Non, ai-je dit. Marc aime le bleu. Il pense que ça me rend douce. J'ai choisi un tailleur d'un rouge cramoisi profond. Audacieux. Agressif. Pour les bijoux, j'ai ouvert un coffre-fort. J'ai pris le collier que ma mère m'avait laissé, une chaîne en platine tenant un grand diamant noir, entouré de rubis. Il brillait comme une goutte de sang sombre. 1 heure plus tard, la femme qui avait pleuré sur une oie rôtie avait disparu. À sa place, il y avait Adeline Lecomte. Mes cheveux étaient tirés en un chignon élégant. Mon maquillage était impeccable. Le costume rouge criait le pouvoir. Le diamant criait la richesse. La salle de conférence du cabinet Duval était tout en verre et en acier. Marc, Béatrice et Chloé étaient assis de l'autre côté de la longue table. Nerveux. Béatrice a jeté un regard furieux à Marc qui gigotait. « Arrête de bouger, Marc. Tu froisses ton costume. » Soudain, les doubles portes se sont ouvertes. 6 avocats en costume gris sont entrés, déposant d'épais dossiers sur la table. Puis, une voix a annoncé « Veuillez vous lever pour le président du groupe Lecomte et la PDG de Holding Phoenix. » Marc a froncé les sourcils. « Le groupe Lecomte ? Je croyais que nous traitions avec le cabinet Duval. » Béatrice est devenue pâle. « Armand Lecomte ? Le milliardaire ? Pourquoi est-il impliqué ? » Alors, Armand est entré. La pièce a semblé rétrécir autour de sa présence. Puis, ma voix a résonné dans la pièce, calme et tranchante comme la glace. « Ma fille, la PDG. » Marc a retenu son souffle. Une femme est entrée. Le claquement de ses stilettos rouges résonnait sur le marbre. Elle portait un tailleur rouge sang qui lui allait comme une seconde peau. Elle rayonnait la richesse, le pouvoir, et un danger certain. Elle a marché vers la chaise en face de Marc. Elle a posé un dossier familier en cuir noir sur la table. Elle a levé les yeux. La mâchoire de Marc est tombée. Béatrice a laissé tomber son stylo. Chloé a haleté. C'était moi. Mais ce n'était pas l'Adeline qu'il connaissait. « Oh bonjour, Marc, ai-je dit, ma voix douce et froide. Je crois que nous avons des affaires inachevées. Et je ne parle pas de la vaisselle. » Marc s'est levé, renversant sa chaise. « Adeline, qu'est-ce que tu fais ici ?» Armand a aboyé. « Là, asseyez-vous, monsieur de Montaigne. Vous êtes en présence de ma fille, Adeline Lecomte, seule héritière de l'Empire Lecomte. » Le silence qui a suivi était absolu. C'était le son de 3 mondes qui se brisaient en même temps. J'ai souri. Maintenant, parlons de cette fusion. Ou devrais-je dire, cette acquisition. Le souffle manquait dans la salle de conférence. Marc de Montaigne me regardait, son cerveau incapable de concilier les images. Adeline, la femme simple, en pull trop grand, préparant du chocolat chaud les jours de pluie. Et Adeline Lecomte, le requin, assise en face de lui avec un regard qui pouvait couper le verre. Béatrice a murmuré, son visage livide. « C'est une blague, une farce cruelle. »« Je vous assure, Madame de Montaigne, » a dit Armand, s'installant à la tête de la table, « mon chéquier n'a pas le sens de l'humour. »« Mais vous avez dit que votre père était mécanicien, » a balbutié Marc, sa voix brisée. « Vous avez dit qu'il réparait des voitures en Lorraine. » Je n'ai pas scié. J'ai ouvert mon dossier. J'ai dit qu'il réparait des choses. Parfois, il répare des moteurs cassés. Parfois, il répare des entreprises en difficulté. J'ai marqué une pause, mes yeux se fixant sur ceux de Marc. Et parfois, il détruit ce qui est irréparable. « Pourquoi » a demandé Marc, agrippant le bord de la table. « Pourquoi m'avoir menti pendant 2 ans ?»« Je n'ai pas menti, Marc. J'ai omis, ai-je dit calmement. Je voulais savoir si tu m'aimais. Juste Adeline. Pas l'argent, pas le jet, pas l'empire. Et pendant un temps,
J'ai cru que tu le faisais. J'ai fait un geste vers l'espace vide de mon annulaire. Mais nous avons vu comment cela s'est terminé. Maintenant, si vous avez fini de vous étonner, j'ai une entreprise à acquérir. Béatrice, toujours la survivante, a redressé sa colonne vertébrale. Elle a forcé un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Et c'est inattendu, mais finalement, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous sommes de la famille, Adeline. Techniquement, vous êtes toujours une de Montaigne jusqu'à ce que les papiers soient traités. Cela rend la fusion encore plus fluide. Nous pouvons tout garder en famille. Armand a laissé échapper un rire sec et cinglant. L'audace est impressionnante, madame. Je vous l'accorde. J'ai coupé court, faisant signe à mon père de se taire. Nous sommes ici pour parler affaires. Vous êtes sous l'impression que Holding Phoenix veut fusionner avec le groupe de Montaigne, que vous conserverez vos sièges au conseil, que vous recevrez un paiement de 50 millions d'euros. C'était l'accord avec les représentants du cabinet Duval, a dit Chloé, essayant de paraître ferme, mais sans succès. Les représentants du cabinet Duval étaient des intermédiaires, ai-je dit. J'ai sorti un document de mon dossier et je l'ai fait glisser sur la table. Il a tourné parfaitement, s'arrêtant juste devant Marc. L'offre a changé. Marc a baissé les yeux sur le document. Ses yeux se sont écarquillés. 1 euro, a-t-il murmuré. Pardon, a hurlé Béatrice, arrachant le papier des mains de Marc. Prix d'acquisition, 1 euro. C'est une insulte. Nos actifs seuls valent 40 millions d'euros. Vos actifs déclarés valent 40 millions d'euros, ai-je corrigé. Mais parlons de vos passifs. Parlons des choses que vous discutiez à table quand vous pensiez que le personnel n'écoutait pas. J'ai tapé un ongle manucuré sur la table. Au point, ai-je dit. L'usine délocalisée en Asie. Vous contournez les réglementations de sécurité depuis 3 ans pour économiser 15% sur les frais généraux. Je me souviens que tu te vantais d'avoir soudoyé l'inspecteur local, Marc. Tu disais que ces gens avaient de la chance d'avoir un travail. Qui se soucie de la ventilation? Marc est devenu pâle. Je n'ai jamais. J'ai les dates enregistrées, ai-je dit froidement. Et les enquêteurs de mon père l'ont confirmé ce matin. Si cela devient public, vos actions tombent à zéro du jour au lendemain et vous allez en prison. Béatrice tremblait maintenant. Vous ne pouvez pas prouver ça. Au point 2, ai-je continué, l'ignorant. Les comptes aux îles Caïmans, Chloé, tu adorais parler de tes virées shopping hors taxes. Vous transférez les bénéfices de l'entreprise vers une société écran nommée Blue Sky Venture pour éviter les impôts français. C'est de la fraude fiscale. 5 à 10 ans de prison fédérale. Chloé a laissé tomber son téléphone. Il a heurté le tapis avec un bruit sourd. Et point 3, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure dangereux. Les prêts. Vous êtes endetté jusqu'au cou. Vous devez 20 millions d'euros à la banque le mois prochain. Vous comptiez sur cette fusion pour les rembourser. Sans cet accord, le groupe de Montaigne fait faillite avant le 1er février. Je me suis penché en avant. Là alors, voici le nouvel accord. Holding Phoenix acquiert le groupe de Montaigne pour 1 euro. Nous assumons vos dettes. Nous prenons vos actifs. Et vous 3, vous partez. Pas de siège au conseil, pas de parachute doré, pas de voiture de fonction. Vous partez avec ce que vous avez dans vos poches. Je ne signerai pas ça, a sifflé Béatrice, frappant la table de sa main. J'ai construit cette entreprise. Je ne laisserai pas une petite fille rancunière me la voler. Je me suis levé lentement. Je semblais mesurer 3 mètres de haut. Là alors ne signez pas, sortez par cette porte. Mais dès que vous le ferez, je publierai les rapports de sécurité à la presse. J'enverrai les dossiers fiscaux aux autorités fiscales et j'appellerai la banque, qui d'ailleurs appartient en majorité à mon père, et je leur dirai de réclamer vos prêts immédiatement. J'ai vérifié ma montre incrustée de diamants. Vous avez 5 minutes. Après cela, je vous détruis. Le silence s'est étiré, agonisant et brutal.
Marc a regardé sa mère. Béatrice a regardé le mur, sa poitrine haletante. Elle a réalisé qu'elle avait été surclassée. Elle m'avait traité comme un meuble, et maintenant le meuble faisait tomber un piano sur sa tête. Marc, a murmuré Béatrice, sa voix vaincue. Signe. Maman, signe ou nous irons en prison. D'une main tremblante, Marc a pris le stylo. Il m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait plus d'amour dans mes yeux, seulement le reflet froid et dur de ses propres erreurs. Il a signé le papier. Marc de Montaigne, PDG. Il l'a repoussé vers moi. « Tu es heureuse ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. J'ai ramassé le document. J'ai soufflé sur l'encre, exactement comme Béatrice m'avait dit de le faire la veille. Heureuse, ai-je médité. Non, Marc. Je ne suis pas heureuse. Je suis enceinte. Je suis divorcée. Et le père de mon enfant est un lâche. Mais je suis satisfaite. Je me suis tournée vers Armand. Nous avons terminé ici. Armand s'est levé, boutonnant sa veste. Ce fut un plaisir de faire affaire. La sécurité vous escortera hors de l'immeuble. Vous avez 1 heure pour vider vos effets personnels de vos bureaux. Tout ce qui sera laissé derrière deviendra la propriété de Holding Phoenix. 1 heure, a crié Chloé. Mais mes affaires, mes tableaux. Propriété de Phoenix, a dit Armand, leur tournant le dos. Alors que je marchais vers la porte, Marc s'est précipité en avant. Adeline, attends. Le bébé. Nous devons parler du bébé. Je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. Parle à mes avocats, Marc, mais je te préviens, les batailles pour la garde coûtent cher, et depuis 1 minute, j'ai brandi le contrat signé, tu es au chômage. Si vous êtes encore à l'écoute, chers amis, je vous serai reconnaissante de bien vouloir commenter le chiffre ci-dessous. Cela me fera savoir que des compagnons de route sont à mes côtés tout au long de ce parcours. Votre présence est ma plus grande motivation pour vous conter la dernière partie de cette histoire. La marche de la salle de conférence aux ascenseurs fut une procession funèbre pour les de Montaigne. Des gardes de sécurité, des hommes imposants en uniforme de Phoenix, les flanquaient, veillant à ce qu'ils ne touchent à rien sur leur passage. C'est un cauchemar, a sangloté Chloé, agrippant son sac de Marc. Maman, fais quelque chose. Tais-toi, Chloé, a claqué Béatrice, bien qu'elle semblait sur le point de s'évanouir. Je dois réfléchir. Nous avons besoin d'une stratégie. Nous n'avons plus d'argent, maman, a crié Marc, appuyant violemment sur le bouton de l'ascenseur. Elle a tout pris. Elle a pris l'entreprise. Nous avons le nom, a dit Béatrice, ses yeux cherchant frénétiquement une solution. Nous avons le nom de Montaigne. Et nous avons la vérité sur le bébé. Si elle veut jouer sale, nous jouerons plus sale. Nous irons voir la presse. Nous montrons ça. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ils sont entrés dans le hall du bâtiment du cabinet Duval. Mais j'avais 2 pas d'avance sur eux. Alors que les de Montaigne sortaient de l'ascenseur, un mur de flash a éclaté. Des dizaines de journalistes, de caméramens, étaient massés dans le hall, retenus par une corde de velours. Monsieur de Montaigne, est-ce vrai? Avez-vous forcé votre femme enceinte à signer des papiers de divorce la veille de Noël? Madame de Montaigne, un commentaire sur les allégations de fraude? Marc a levé les mains pour protéger ses yeux. Quoi? Comment savent-ils? Un journaliste du Chronicle de Paris lui a tendu un microphone. Nous avons reçu une copie de l'accord de divorce signé hier soir, a crié le journaliste. Il stipule un paiement de 50 000 € pour différents irréconciliables. Avez-vous vraiment offert à Adeline Lecomte 50 000 € pour qu'elle parte? Béatrice a repoussé le microphone. Pas de commentaire. Sortez de notre chemin. Mais ils étaient piégés. Un autre journaliste, une femme d'une grande chaîne d'information, s'est avancée. Elle tenait une tablette. Nous sommes en direct en ce moment.
Monsieur de Montaigne, des sources affirment que vous ne saviez pas que votre femme était la fille d'Armand Lecomte. L'avez-vous épousée par amour, ou étiez-vous simplement déçu qu'elle ne soit pas assez riche pour vous? Je l'aimais, a hurlé Marc, perdant son sang-froid. Je ne savais pas qui elle était. Alors, vous avez divorcé parce qu'elle était pauvre, a insisté la journaliste. Et maintenant que vous savez qu'elle est milliardaire, le regrettez-vous? La foule a ri. Un rire cruel, moqueur. Béatrice a saisi le bras de Marc. Et ne répond pas. Cours. Ils ont traversé la foule, les caméras capturant chaque moment de leur panique. Ils ont dévalé les portes tournantes pour se retrouver dans la rue, mais leur voiture de fonction avait disparu. À sa place, il y avait une dépanneuse. Un homme était en train d'accrocher la limousine des dirigeants de Montaigne. Et, a crié Marc, courant vers le chauffeur. C'est ma voiture. Laisse-la. Le chauffeur a regardé un presse-papier. L'ordre des nouveaux propriétaires. Holding Phoenix. Tous les véhicules de l'entreprise doivent être repris immédiatement. Je suis le PDG, a crié Marc. Pas selon ça, a dit le chauffeur, continuant à treuiller la voiture. Il a commencé à pleuvoir, une bruine froide et glaciale. Les deux Montaigne se tenaient sur le trottoir, tremblants. Leur manteau était dans le bureau à l'étage, auquel ils n'avaient plus accès. Les passants s'arrêtaient pour prendre des vidéos avec leur téléphone. De Montaigne ruiné était déjà en tête des tendances sur les réseaux sociaux. Le téléphone de Marc a vibré. C'était une notification de son application bancaire. Alerte. Compte joint gelé en raison d'une enquête légale en cours. Maman, a dit Marc, sa voix tremblante. Mes cartes sont bloquées. Béatrice a vérifié les siennes. Les miennes aussi. Ils étaient bloqués à Paris sous la pluie, sans voiture, sans argent, et le monde entier se moquait d'eux. En haut, au 40e étage, j'ai observé la scène depuis la fenêtre de mon bureau. Je tenais une tasse de thé chaud dans mes mains. Armand se tenait à mes côtés. Brutal, a-t-il commenté, regardant la dépanneuse s'éloigner avec la limousine. Mais nécessaire. Il se souciait tellement de l'image, ai-je dit doucement. Maintenant, leur image est la seule chose qu'il leur reste, et elle est détruite. Et maintenant, a demandé Armand. Nous avons l'entreprise. Nous avons la revanche. Tu veux rentrer à la maison? J'ai tourné le dos à la fenêtre. J'ai marché vers la grande table de la salle de conférence où les papiers d'acquisition signés reposaient. Pas encore, ai-je dit. Béatrice n'a pas fini. Je la connais. Elle est comme un cafard. Elle survivra à l'apocalypse et essaiera de mordre à la cheville. Elle est ruinée, Adeline. Que peut-elle faire? Elle a parlé du bébé, ai-je dit, ma main se posant de nouveau sur mon ventre. Elle essaiera d'utiliser le bébé comme levier. Elle demandera la garde. Elle essaiera de me dépeindre comme une mère indigne, une fille riche mentalement instable qui s'est enfuie. Armand a plissé les yeux. Quel essai? Je l'enterrerai sous la paperasse juridique pendant 50 ans. Non, ai-je dit. Je ne veux pas de bataille juridique qui dure des années. Je veux que cela se termine définitivement. J'ai regardé mon père. J'ai besoin que tu organises un gala, le bal de la Saint-Sylvestre-le-Comte. Nous le tenons habituellement à Genève, a noté Armand. Cette année, nous le tiendrons ici à Paris, et je veux que tu invites tout le monde, la presse, les partenaires, l'élite. Et les deux Montaigne. Armand a levé un sourcil. Surtout les deux Montaigne. Béatrice ne pourra pas résister. Elle pensera que c'est sa chance de faire une scène, de supplier la pitié, ou d'essayer de me faire chanter en public. Elle est accro au projecteur. Et quand elle sera là, j'ai dit, je vais révéler le secret final. La seule chose que Marc ne sait pas sur la raison pour laquelle j'ai vraiment quitté ce café il y a 2 ans. Armand semblait confus. Je pensais que tu étais parti pour te trouver. C'est en partie ça, ai-je dit. Mais il y a plus.
Marc pense qu'il est la victime d'un malentendu. Au bal, je vais montrer au monde que les deux Montaigne ne sont pas seulement des snobs. Ce sont des criminels. Et je vais planter le dernier clou dans leur cercueil, à la télévision en direct. Tu as un plan, a déclaré Armand. J'ai une vidéo, ai-je corrigé. Un enregistrement de la caméra de sécurité de leur propre salle à manger. Celle qu'ils ont oubliée. Armand a souri, un sourire de requin. J'enverrai les invitations. Dans la rue, Béatrice était recroquevillée sous l'auvent d'un café, grelottante. Nous n'avons pas fini, Marc, a-t-elle claqué des dents. Elle pense qu'elle a gagné. Elle n'a aucune idée. Maman, abandonne, a gémi Marc. Nous avons perdu. Nous ne perdons jamais, a claqué Béatrice. Elle a sorti un morceau de papier froissé de son sac. C'était une invitation au bal de la Saint-Sylvestre-le-Comte. Elle avait été envoyée automatiquement à l'adresse email de Marc avant que le système ne le bloque, et elle l'avait imprimée au centre d'affaires de l'hôtel avant de partir. Elle organise un bal, a dit Béatrice, ses yeux brillant d'une folie certaine. Le Saint-Sylvestre. Tout le monde sera là. Alors? Béatrice a souri. C'était terrifiant. Nous allons nous y écraser. Et nous allons dire à tout le monde qu'Adeline n'est pas seulement enceinte. Nous allons leur dire qu'elle est folle. Qu'elle a simulé son identité pour t'attirer. Qu'elle est inapte. Nous ferons une scène si grande qu'ils devront transiger avec nous juste pour nous faire disparaître. Cela semble dangereux, a dit Chloé. C'est notre seule chance, a dit Béatrice. Lève-toi. Nous avons une fête à préparer. La Saint-Sylvestre à Paris est électrique. Mais à l'intérieur de la grande salle de bal de l'hôtel Ritz Paris, l'atmosphère était nucléaire. Le gala Lecomte était l'événement de la décennie. Milliardaires, sénateurs et célébrités se mêlaient sous des plafonds dorés, sirotant du champagne qui coûtait plus cher qu'une petite voiture. Je me tenais sur le balcon dominant la salle de bal. Je portais une robe en sequin doré chatoyant qui tombait à mes pieds comme du métal liquide. C'était une déclaration. Je n'étais plus la femme soumise en bleu marine, ni la PDG vengeresse en cramoisi. J'étais le trophée. J'étais la référence. Ils sont là, a dit Armand, apparaissant à mes côtés. Il a ajusté ses manchettes de smoking. La sécurité les a laissés passer par l'entrée de service, comme tu l'avais demandé. Ils pensent s'être faufilés. Ont-ils l'air désespérés, ai-je demandé, faisant tournoyer mon eau pétillante. Ils ressemblent à des rats noyés dans des costumes de marque, a répondu Armand. Béatrice porte une robe d'il y a 3 saisons. L'horreur. J'ai souri, mais mon sourire n'a pas atteint mes yeux. Allons-y. Il est presque minuit. Dans la salle, les deux Montaigne étaient regroupés près de la tour de crevettes. Ils détonnaient, tandis que les autres invités étaient détendus et joyeux. Marc, Béatrice et Chloé transpiraient, leurs yeux papillonnant nerveusement. C'est le moment, a murmuré Béatrice, agrippant un verre de vin qu'elle n'avait pas payé. Et quand le compte à rebours commencera, tout le monde regardera la scène. C'est là que nous frapperons. Nous monterons sur scène. Nous attraperons le microphone et nous dirons au monde qu'Armand Lecomte retient en otage sa fille mentalement instable et la sépare de son mari. Maman, regarde-la, a dit Marc, sa voix creuse. Il regardait le grand escalier. Je descendais, bras dessus bras dessous avec mon père. La foule s'est écartée pour nous comme la mer Rouge. Je rayonnais. Je semblais intouchable. Marc a ressenti une douleur physique dans sa poitrine, non seulement le regret de l'argent, mais une réalisation soudaine et perçante que j'étais la plus belle femme qu'il ait jamais vue, et qu'il m'avait jetée pour une fusion qui n'existait pas. Concentré, Marc a sifflé Béatrice, lui pinçant le bras. C'est une fraude. Rappelle-toi le plan. Alors que l'horloge marquait 23h50, la musique a baissé. Armand Lecomte est monté sur scène. Mesdames et messieurs, a-t-il dit d'une voix retentissante. Merci de vous joindre à nous pour célébrer la nouvelle année. Avant que le compte à rebours ne commence,
ma fille Adeline a quelques mots à dire. Je me suis avancé vers le microphone. La salle est devenue silencieuse. Merci, ai-je dit, ma voix claire et mélodieuse. Cette année a été une année de transition pour moi. J'ai appris que la confiance est coûteuse et la loyauté rare. J'ai appris que certaines personnes vous brûleront pour se réchauffer. Menteuse. Le cri a percé le silence. Béatrice de Montaigne a traversé la foule, traînant Marc et Chloé avec elle. Elle a grimpé les escaliers de la scène, les yeux écarquillés. Des gardes de sécurité se sont avancés pour l'intercepter, mais j'ai levé la main. Laissez-les parler. Béatrice a attrapé le support du microphone. Elle a regardé la mer de visages, des visages de gens qu'elle voulait impressionner, des gens qu'elle voulait être. Cette femme, a haleté Béatrice, pointant un doigt tremblant vers moi, est une menteuse. C'est la femme de mon fils. Elle s'est enfuie après une dépression mentale. Elle est enceinte de mon petit enfant, et elle est inapte à être mère. Elle nous a tous trompés. Un murmure de choc a parcouru la foule. Les téléphones ont été levés, enregistrant le scandale. Marc s'est avancé, me regardant avec des yeux suppliants. Adeline, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons arranger ça. Pense au bébé. Le bébé, ai-je répété, mon visage illisible. Tu te soucies du bébé maintenant, Marc? Tu ne t'en souciais pas beaucoup quand tu m'as tendu les papiers de divorce comme cadeau de Noël. Je ne savais pas, a crié Marc. Et si j'avais su? Et si tu avais su que j'étais une Lecomte, tu veux dire, ai-je terminé? Elle déforme tout, a crié Béatrice. Elle est instable. Nous sommes les victimes ici. Les de Montaigne sont une famille respectable. J'ai regardé le technicien dans la cabine de son et j'ai hoché la tête. Respectable, ai-je médité. Voyons voir. Derrière moi, un écran LED géant qui était configuré pour le compte à rebours s'est allumé. Mais au lieu d'une horloge, il a montré une vidéo haute définition granuleuse. C'était la salle à manger du château de Montaigne. L'horodatage dans le coin indiquait 24 décembre, 19h. La foule a halté. C'était le dîner de Noël. Sur l'écran, Béatrice découpait son noix. Sa voix a retenti dans les haut-parleurs de la salle de bal, claire et nette. Marc, mon chéri, tu lui as dit? Ou allons-nous continuer cette mascarade jusqu'au dessert? Le public a regardé avec une fascination horrifiée la scène se dérouler. Ils ont vu l'enveloppe. Ils ont entendu les insultes. Vous êtes une charge, Adeline. Une encre sociale qui tire mon fils au fond de l'océan. Marc a fermé les yeux sur scène. Il ne pouvait pas regarder. Mais la vidéo ne s'est pas arrêtée à la signature du divorce. Elle a avancé après mon départ dans la neige. La caméra continuait de filmer. À l'écran, Béatrice sirotait du vin, l'air triomphant. Maintenant que les ordures sont parties, nous pouvons nous concentrer sur la vraie question, l'audit, a dit Béatrice en vidéo. Maman, si la fusion se fait, les auditeurs vont voir les livres. Ils vont voir les 2 millions d'euros manquants dans le fonds de pension des employés. La salle a halté. Dans le monde réel, Béatrice s'est figée. À l'écran, Béatrice a ri. Ne sois pas stupide, Marc. Nous utiliserons la prime de signature du cabinet Duval pour combler le trou dans le fonds de pension avant que quiconque ne le remarque. Et s'il le remarque, elle a fait une pause, souriant sournoisement, nous blâmerons Adeline. Nous dirons qu'elle avait accès au compte. Qui vont-ils croire? Nous, ou la petite femme? La vidéo a coupé au noir. Le silence dans la salle de bal était absolu. C'était le silence d'une tombe. Je me suis tourné vers Béatrice, dont le visage était maintenant un masque de terreur pure. Vous aviez raison sur une chose, Béatrice, ai-je dit dans le microphone. Les auditeurs ont vu les livres. Mes auditeurs. Et ils ont trouvé l'argent manquant du fonds de pension et les virements vers les Caïmans. J'ai fait un geste vers le fond de la salle. Je crois que vous connaissez le commissaire Miller.
Les portes se sont ouvertes. 4 agents de police de Paris sont entrés, suivis de 2 agents fédéraux en coupe-vent portant l'inscription FBI. Béatrice de Montaigne, Marc de Montaigne, Chloé de Montaigne, a annoncé l'agent principal, « Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude électronique et complot en vue de commettre une fraude à l'assurance. » Non, a crié Béatrice, reculant. C'est un coup monté. Cette vidéo est fausse. Marc, fais quelque chose. Mais Marc avait fini. Il s'est effondré sur scène, le visage dans les mains. Alors que les agents menottaient Béatrice, elle se débattait et criait, sa dignité complètement perdue. Chloé pleurait silencieusement alors qu'elle était emmenée. Marc fut le dernier à être menotté. Il m'a regardé. Je t'aimais, a-t-il murmuré. Au début, je t'assure. Je l'ai regardé. Il n'y avait plus de haine dans mes yeux, seulement de la pitié. Je sais, ai-je dit doucement. Mais tu aimais plus l'approbation de ta mère. Au revoir, Marc. Ils l'ont emmené. Les flashs ont crépité comme des feux d'artifice. Je me suis tourné vers la foule. L'horloge a sonné minuit. Bonne année, ai-je dit. Et tandis que les ballons tombaient et que la foule applaudissait, Armand Lecomte a serré sa fille dans ses bras. Tu as bien fait, ma petite. Tu as bien fait. La chambre de Léo, dans le Penthouse Lecomte, était peinte d'un doux gris nuage. Dehors, la première neige du nouvel hiver commençait à tomber, saupoudrant le jardin du Luxembourg de blanc. J'étais assise dans le fauteuil à bascule, tenant un petit paquet enveloppé dans une couverture de cachemire bleu. Armand Lecomte, l'homme qui faisait trembler les économies, était en train de faire des grimaces à l'enfant. Il a ton nez, a murmuré Armand, craignant de réveiller le bébé endormi. Il a ton menton, ai-je souri, caressant la joue de Léo. La détermination. Comment l'as-tu appelé, a demandé Armand. Tu ne m'as toujours pas dit son deuxième prénom. Léo, ai-je dit. Léo Armand Lecomte. Les yeux d'Armand se sont embués. Il a éclairci sa gorge, essayant de garder son calme. Un nom fort, un bon nom pour un PDG. Il peut être tout ce qu'il veut, papa, ai-je dit fermement. Un dirigeant, un peintre, un mécanicien. Tant qu'il est bon. Et eux, a demandé Armand, sa voix durcissant légèrement. Le procès s'est terminé hier, ai-je dit, regardant par la fenêtre la neige. Béatrice a eu 15 ans. Fraude et détournement de fonds. Chloé a eu 5 ans. Et Marc, j'ai marqué une pause, Marc a eu 8 ans. Il a plaidé coupable. Il a envoyé une lettre. L'as-tu lu? Non, ai-je dit. J'ai regardé la cheminée où un feu crépitait doucement. Je l'ai brûlé. J'ai regardé le petit Léo. Il a bâillé, sa petite main agrippant mon doigt. Les deux Montaigne n'étaient qu'un souvenir, une cicatrice qui s'était estompée. Ils avaient voulu un héritage, un nom, une dynastie. Dans leur avidité, ils avaient tout perdu. Et moi, Adeline. J'avais trouvé la seule chose que l'argent ne pouvait acheter, et la seule chose qu'ils avaient essayé de me prendre. J'avais une famille. Regarde la neige, Léo, ai-je murmuré à mon fils. Elle est propre. C'est un nouveau départ. Armand a posé sa main sur mon épaule. Le dîner est prêt. Le chef a préparé une oie rôtie. J'ai ri, un son pétillant et authentique. Et dis-lui de la renvoyer, ai-je dit, me levant avec mon fils dans les bras. J'ai envie d'une pizza. Marc de Montaigne n'avait jamais manqué d'argent ni de pouvoir. Son véritable échec résida dans cette incapacité fondamentale à regarder au-delà des apparences, à voir la valeur d'une âme derrière un rôle ou un silence. Son arrogance, son dédain envers celle qu'il avait épousée, furent la source de sa propre ruine, lui coûtant non seulement sa fortune mais aussi la seule chance d'un bonheur authentique qu'il n'avait su reconnaître. Cette trahison n'était pas le reflet d'une quelconque faiblesse de ma part, mais l'écho d'une profonde insécurité chez Marc, d'un ego si fragile qu'il ne pouvait tolérer l'autonomie. Il avait besoin de se sentir indispensable, d'être le centre d'un univers qu'il contrôlait.
Confronté à une femme silencieuse mais forte, capable de se tenir debout sans lui, son propre monde s'est effondré, révélant la précarité de sa propre estime de soi. Ma véritable victoire, je le sais aujourd'hui, ne fut pas de les voir tomber, ni de les humilier en public. Elle résida dans ma capacité à préserver ma dignité, à m'éloigner sans explication, sans ressentiment inutile. Le triomphe fut de comprendre que ma valeur n'attendait aucune validation extérieure, et de choisir de vivre en accord avec ma vérité intérieure. C'est en embrassant ma liberté et en construisant une vie emplie de sens que j'ai véritablement gagné. Car la vraie richesse d'une existence se mesure à l'intégrité de l'âme, non à l'épaisseur du portefeuille. Vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui, selon vous, confère la véritable valeur à une personne? L'histoire d'Adeline se termine ici. Que pensez-vous des choix d'Adeline? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je les lis toutes attentivement. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec quelqu'un que vous savez sensible à ces récits, et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines énigmes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire. Et qui sait, la prochaine fois, ce pourrait être vous le personnage.